Chers amis, tout d'abord avant de commencer un petit mot sur le décor, les costumes, Roger Hart et je sais pas quoi. Bon bref, vous voyez que je suis toujours en vadrouille. Bon, qu'importe, le décor est relativement neutre parce que comme ça nous aide à nous concentrer sur le propos. La vêture, oui, parce que c'est naturel. Quand nous écoutons quelqu'un, nous avons tendance à analyser son propos, mais aussi tout le reste, notamment les symboles et les décors dont les gens aiment bien s'entourer. Vous savez, tous les objets ou les livres bien en vue sur la bibliothèque, quand il s'agit d'ésotérisme et tout ça, ça peut nous mettre parfois la puce à l'oreille. Alors on avait déjà parlé de ça c'est la croix de Thésée. Je m'en suis déjà expliqué, hein, bien sûr, tout culte sur la planète est un avatar du culte crypto-solaire, mais c'est à nous de choisir ce que signifient vraiment les symboles, avec beaucoup de discernement, hein, beaucoup, vraiment. Et c'est vrai que c'est un... Bon bref, il y aurait beaucoup à en dire, mais je crois qu'on réservera ça pour un autre jour. Moi j'y vois la croix d'incarnation et puis les valeurs chrétiennes évangéliques avant tout, hein. Le débardeur, ouais, c'est ces trucs un peu battle dress là, camouflage. En fait, j'avais plus de maillot, je suis en vadrouille et puis j'ai trouvé ça sur un marché pour un prix tout à fait correct et puis ce que je voulais, voilà, c'est ça, un truc comment on dit là, côte 1-1, enfin un truc, voilà, j'avais pas de maillot et il y avait absolument que ça. Je me dis en fait je m'en fiche, peut-être que ce sera utile un jour ou l'autre parce que c'est quand même camouflage, et camouflage c'est armé, et vert kaki c'est armé, mais c'est armé parce que c'est avant tout des couleurs désaturées de la nature. Moi j'adore le kaki, il y a des gens qui disent ah je déteste le kaki, l'armée militariste, nationaliste, gna gna gna, bon non moi c'est des couleurs que j'adore parce que c'est des vraies couleurs, des couleurs naturelles. Bien. Ceci étant posé, je me dis peut-être j'aurais pu voilà, avoir un peu moins de déformation. De toute façon, on ne peut pas vraiment. Nous avons aujourd'hui une qualité d'image tout à fait correcte parce que je vais enregistrer à partir de la caméra, de l'ordinateur et non pas d'un logiciel ou d'un machin ou d'un direct. Donc cette émission n'est pas en direct, elle est enregistrée. Ce qui va me permettre déjà de vérifier que le son est bon, ce que je vais faire tout de suite. Puis un dernier petit mot, je ne suis pas en train de faire de la retape pour la marque, hein, Zoom, tout ça. Même on voit, attendez, H2N, hein, H1N1. Mais voilà, je me dis que si je le mets bien, là, vraiment prêt, bah, vous le voyez. Mais l'avantage, c'est que vous m'entendez bien. Voilà, c'est que le son est bon. Et l'intérêt, c'est pas tellement la vidéo, mais c'est plutôt le propos. Et je comprends très bien que vous aimiez bien me voir, certains, quand je parle, parce que effectivement, ça aide, hein, quand on a le son et l'image, on comprend mieux. Quand on regarde l'écran, mais évidemment, le fait de bien articuler et de parler de façon intelligible permet aussi de se passer de l'image, ce qui a son intérêt. Alors, j'ai bien assez parlé, je vais faire un peu le bilan de ces quelques derniers temps. Déjà vous donner quelques petites nouvelles que j'ai retardées depuis un moment parce que je me demandais comment présenter la chose. C'est un peu désagréable, mais il va falloir le faire. Et puis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Alors, je vous rappelle que je ne vous demande pas de conseils, pas collectivement. Quand je vous en demande, c'est de personne à personne quand vous m'écrivez en privé, c'est-à-dire en personne, avec votre nom et qui vous êtes et pourquoi vous m'écrivez et tout ça. Comme ça, je peux voir si il y a lieu de donner suite. Mais je ne vous demande pas de conseils sur « Ah oui, tu as cherché à faire ci ». Non, vous ne savez pas, en fait. En général, ceux d'entre vous qui vous permettez de me dire ce que je dois faire bon, bref, vous n'avez en général pas tout à fait compris. Ou alors vous venez d'arriver et ça y est, vous n'en pouvez plus, et vous me donnez des conseils, ou alors vous n'avez pas compris qui je suis. Bon, ce qui n'est pas un problème, mais ne vous étonnez pas que je ne vous réponde pas.
Bien. Donc, pour faire un rapide petit historique, vous vous souvenez que ça avait déclenché quand même pas mal de remous, ces émissions sur la personne de notre généticienne catholique française, soutien fervent d'un cher professeur récemment décédé qui avait dit que le, le, le virus du SARS-CoV-2 était génétiquement modifié avec une séquence du virus du sida. Bon. Alors pour ceux qui sont au courant, irrecevable de bout en bout, ça sent l'arnaque depuis le début, ça sent plus que l'arnaque, c'est mensonge sur mensonge. D'accord. Bien, pour les autres, eh ben, faites vos recherches ou lâchez-moi. Bien. Donc voilà, cette petite enquête qui a été initiée par notre amie Claire qui m'avait fait parvenir un billet d'humeur de Xochipelli, alias Dominique Guillet. Voilà, ça a commencé par un petit entrefilet dans le journal participatif. Et puis, ça a pris des proportions énormes parce que j'ai repris l'enquête d'Émilie Mougabo, qui est une jeune femme courageuse et intelligente et qui ne manque pas d'humour non plus, mais qui a dû s'exiler et qui est plus en France. Hein. Peut-être, voilà, il fallait mettre un peu de distance et il y a des vraies menaces. Il y a des vraies menaces sur les gens qui mettent en échec les personnes qui sont les fondés de pouvoir de ces forces occultes ou pas occultes. Je viendrai écouter les alliés de l'humanité. Ça peut être des forces occultes et ça peut être des forces cachées, mais pas du tout occultes. Cachées, mais appartenant à la matière, la troisième dimension, quoi, mais pas du tout occultes. Enfin, il fricote aussi avec les forces occultes, forcément. Où je voulais en venir. C'est à ça qu'on voit qui est aux commandes, qui est à la manœuvre. C'est qui est puni ou menacé, ou qui est-ce qu'on fait taire. Alors, généralement, c'est pas sur les sujets qu'on croit. C'est pour ça que c'est assez étonnant et ça a été très intéressant durant ces 4 ans de voir quelles étaient les vidéos qui étaient interdites, quelles étaient les chaînes qui étaient interdites et comment ils s'y prenaient. Alors là, le clan Coda Venenum joue la carte des droits d'auteur. Ah, ils s'y prennent toujours d'une façon ou d'une autre. Hein. Bien. Donc, suite à ça... il y a eu des menaces et des menaces détournées et des choses que j'ai prises comme des menaces, notamment une surveillance dont on peut peut-être penser qu'elle ne s'exerçait pas contre moi, hein, comme ces avions qui ont survolé ma maison et ces hélicoptères, certains de très près. Et puis cette surveillance de gens, y a eu un mec que je connaissais pas, qui ressemblait à un voisin, un mec très ordinaire, qui est passé devant ma maison et qui a regardé de façon très insistante l'intérieur par la fenêtre. Ça s'était jamais produit. Et ça arrivait vraiment à un moment, ça arrivait à point nommé. Le jour même où la vidéo Sainte ou sorcière fait 17 000 vues en moins de 12 heures et qu'elle est dans la foulée interdite. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses à la fois et je me suis sentie pas du tout, plus du tout alignée avec le lieu où j'habitais, où j'étais seule à ce moment-là. Bien. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai revu également, pour ceux qui ont suivi l'affaire Marc Ban, donc ce youtubeur platiste, dénonceur de tout un tas de choses, qui relayait essentiellement tout un tas de vidéos sur tous les mensonges possibles. Alors, parfois à mon goût avec plus ou moins de discernement, ce qui n'enlève absolument rien à son mérite, évidemment. Comment dire, il a fait l'objet de menaces et il a été retrouvé suicidé, pendu. C'est pas le seul, c'est pas le premier. J'ai regardé une petite vidéo qui a été faite par une de ses amies, amies de réseaux sociaux ou amies dans la vie réelle, je ne sais pas, Hélène Lead, qui a mis en ligne donc des posts, donc des messages, quoi,
Alors moi, j'ai plus les messages de Marc parce que j'ai dû réinitialiser mon téléphone et peut-être que j'avais effacé la conversation au bout d'un moment, bon bref, auquel on les a plus au bout d'un moment, je ne sais plus. Mais dans ces postes, il y avait le fait que il y avait une surveillance par des hélicoptères noirs très près de sa maison. On est plusieurs à avoir constaté le fait à plusieurs reprises. Il y avait cette histoire, cette anecdote d'une tentative d'assassinat qu'il a envoyé un peu je pense, à tous ces contacts que j'ai eus à ce moment-là. C'était il y a 1 an et demi, je pense. La roue qui a été desserrée à une halte. Hein, il était chauffeur, donc dans le cadre de son travail. Et juste avant de reprendre l'autoroute, enfin il était sur l'autoroute, et il y a une très grande descente, enfin un truc très dangereux, quoi. Voilà. Donc voilà, moi j'ai vu une tentative d'assassinat, mais en même temps, on se dit c'est trop gros, pourquoi bon bref, on minimise, enfin il y a toujours un truc dans le mental qui dit non, qu'est-ce qui se passe, bon bref. Et puis il y a eu d'autres postes dont j'avais pas eu connaissance, disant que c'était bizarre ce qui se passait chez lui, que les voisins n'étaient pas là, qu'il était seul mais qu'il sentait une présence, qu'il n'était pas bien. Et bon, moi je serais pas restée chez moi à ce moment-là, hein. Il faut se sentir aligné toujours, hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a ce petit poste, il dit mais voilà, moi je vais bien, j'ai pas du tout l'intention de me suicider, avec deux petits émoticônes, haha, pour dédramatiser en réalité. Et c'est marrant parce que souvent les gens qui disent ça, ça se termine pas bien pour eux. Donc voilà, vous savez que je vais bien et que je suis pas dépressive et que voilà, j'ai ma mission sur cette terre et que je suis consciente de mes protections et je suis consciente aussi des forces en présence. Donc c'est pas rien tout ça. Et comme j'ai pris la mesure des forces en présence, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'arrêter pour ma part, pour le moment en tout cas. J'avais quelques dossiers en cours, je ne dis pas lesquels forcément, et que je reprendrai ou que je reprendrai pas, on verra, mais que c'était pas le moment de continuer à m'exposer de la sorte. Alors m'exposer derrière l'écran, comme là, quoi, comme là, derrière cette petit bout de caméra et tout ça, simplement en relayant des choses que j'ai pu trouver sur Internet ou des témoignages et mes réflexions personnelles sur le monde, vous conviendrez quand même que ça devient assez dangereux, quoi. On fait rien de spécial, finalement. Enfin, sinon exposer le mensonge. Et nous permettre les uns les autres de pousser une réflexion personnelle et de reconquérir notre souveraineté. Donc en fait, tous les gens qui font ça à un titre ou à un autre sont des dangers. Bien, je pense aussi qu'il y a des menaces, des mises en garde pour nous faire peur. Et encore une fois, l'expérience humaine n'est pas transposable. Donc le niveau de protection dont nous bénéficions les uns et les autres n'est pas non plus transposable. Il est fonction de comment nous relions. Et c'est pas parce que Marc était croyant et qu'il lisait la Bible qu'il était forcément protégé. Parce qu'il nous faut un peu plus que de la croyance, il nous faut aussi certaines connaissances et nous les avons ou nous ne les avons pas. Il nous faut une reliance et nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Et c'est assez difficile de déterminer pour autrui si les gens bénéficient de cette reliance et cette protection et cette connaissance ou pas. Voilà, chacun est seul maître à bord par rapport à ça, bien évidemment. Et puis notre devenir est unique pour chacun. Donc on ne peut pas savoir en fait. Les réponses, si jamais on les aura en sortant de ce plan, dans le meilleur des cas. C'est ce que j'imagine. Bien. Donc c'était le moment idéal pour passer à autre chose, cette autre chose que j'ai appelée de mes voeux pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant 2-3 ans, puisque avant que vous me connaissiez derrière mon écran, j'ai vécu pendant 15 ans, ce qui n'est pas énorme en fait, hein, mais de façon assez radicale, diraient certains, sans l'électricité, sans toute cette vie que j'ai repris depuis. Voilà. Pas par choix, mais parce que
c'est extrêmement compliqué de sortir du cadre parce qu'on vous met des bâtons dans les roues constamment. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc je ne vais pas en parler là. Pas parce que c'était difficile pour moi physiquement ou matériellement, ça j'y étais prête. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que tout simplement pour habiter sur un terrain, dans une cabane ou un truc que vous avez construit ou une tente, tout ça, mais justement c'est pas autorisé. C'est pas prévu que vous fassiez ça, quoi. C'est pas. En plus, quand vous n'avez pas de voiture ou quoi, ça rend les déplacements compliqués puisque tout est loin. Il n'y a pas moyen de se fournir en quoi que ce soit. Il n'y a pas de structure collective pour quoi que ce soit, pour les déplacements. Notre monde devient de plus en plus individualiste, donc vous devez faire confiance et vous en remettre à la générosité d'autres individualistes qui ont une voiture. Enfin, individualistes de fait, hein, on l'est tous. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées, d'autant que les endroits où peut-être on peut atterrir comme ça sans attirer trop l'attention, c'est des endroits qui sont éloignés. Ce qui m'amène à vous parler de l'endroit où j'ai atterri avec Oahu. C'était sa proposition, il a vraiment fait beaucoup de... Il s'est donné beaucoup de mal pour que je me transporte dans sa région, pour qu'on aille dans cet endroit qui était très reculé. C'était son rêve, nanani nanana. Il m'a vendu le truc, on allait vivre simplement, bien sûr, ce qu'on a fait, plus ou moins, et en utilisant nos compétences en termes de travail manuel et choses comme ça. Donc, vivant sans électricité, on allait travailler à la main et faire... vivre très très simplement parce que c'est pas avec 3 tricots ou un peu de fer forgé ou des trucs comme ça qu'on gagne sa vie comme on gagne sa vie ordinairement. Donc beaucoup plus, officiellement en tout cas, un système de troc ou de don ou de contre-don. Contre-don, ça n'existe pas, c'est du troc, mais vivre très simplement en partageant des choses, en partageant ce qu'on a. Et c'est ce qu'on a fait dans une certaine mesure, hein. Au début, on était très bien alignés, tout ça, enfin très bien alignés. Oahu était assez en accord entre ses paroles et ses actes, donc ça s'est très bien passé. On nous a proposé un lieu qu'on n'a pas eu à payer, on a eu plein de... Comme ça, tout nous a été offert. Enfin, tout. Très simple, hein. Puis on y a mis une autre, on a construit cette cabane à nos frais, enfin à mes frais. Cette cabane existe toujours. Bon, voilà, en nous adaptant au terrain. Enfin, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas regretter. Et c'est pas la première fois que je faisais un truc comme ça. Dans ces conditions-là, exactement, précisément, oui, parce que les conditions sont toujours différentes. Mais ça, je l'ai déjà fait sans voiture, sans téléphone portable, sans... Voilà. Donc, ça, je connaissais, hein. Mais bien sûr, on dégénère de plus en plus vite et les conditions qui nous sont faites sont de plus en plus restrictives. Donc, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. On a récupéré aussi une table à gaz et moi, j'ai toujours fait sans, hein, avec le feu. Donc, ça veut dire une intendance par rapport au bois, petit bois et tout ça. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et je l'ai fait notamment avec deux compagnons de vie différents qui étaient très cadrés par rapport à ça, ce que n'est pas du tout Oahu. Et ça a commencé à péricliter de plus en plus, voilà, faut-il le dire. Ça n'a été que revirement sur revirement, indécision, tout ça, jusqu'à la défection pure et simple d'Oahu qui avait protesté ses grands dieux pourtant qu'il allait vivre et mourir là. Enfin bon, j'ai pas la lettre parce que je la lui ai rendue. Je trouvais que c'était mieux qu'il se relise pour voir tout le décalage entre l'idée qu'il se fait de lui-même et la réalité des faits. Donc il y a eu vraiment un gros problème d'honnêteté et aussi d'emprise. Oui, ça c'est pas inintéressant. Alors c'est pas que j'avais pas vu la chose, c'est que je suis joueuse et aventureuse et que j'aurais pu me dire ouais mais il est pas solide ce gars donc je reste chez moi en attendant une meilleure occasion. Mais ce n'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Et d'une, et de deux, comment pourrais-je regretter les 8 mois extraordinaires que j'ai passés, en partie grâce à lui au début, ensuite à cause de lui, ouais, parce que ça a été difficile quand même, mais j'ai trouvé dans cette aventure aussi de nouveaux défis. Déjà parce que ça a été très très dur physiquement pour moi, j'ai eu très froid, tout ça, avant que je trouve une force, notamment par rapport au froid.
une résistance nouvelle, et de voir que j'ai passé quand même l'automne, l'hiver et même le printemps qui a été glacial à 8 degrés, parce que la cabane où je passais le plus clair de mon temps, la journée, quand je pouvais pas être dehors, c'était 8 degrés, parce qu'il fait froid, avec du froid qui descend de la paroi et tout. Et puis dans la tente, il faisait même pas 8 degrés, il faisait chaud une demi-heure, trois quarts d'heure, en allumant le feu pour se laver et puis se mettre au lit. La partie la plus froide de l'hiver, on a cohabité dans cette tente, minuscule, hein, une petite tente, une tente ronde, tout ça, où comme il y a un mât central, il n'y avait qu'un endroit où on pouvait mettre les couchages, et on était vraiment, chacun avait son petit espace. Alors à ce propos, il faut que je précise, je l'ai déjà dit, et pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt majeur, mais pour que vous compreniez juste la situation, Oahu et moi ne sommes pas, n'avons jamais été, n'avons jamais eu vocation à être un couple. Alors, il y a des gens qui ne le comprennent pas, voilà, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que nous n'avons eu aucune interaction amoureuse, encore moins sexuelle, et ce n'était pas du tout le but. Une communauté de 2 personnes, ça peut être effectivement, comme on me l'a fait remarquer, ça peut être un couple, ça peut être des gens qui vivent ensemble, qui couchent ensemble même, c'est déjà une communauté, mais c'est a fortiori une communauté quand c'est pas un couple, quand il n'y a pas de régulation de certains problèmes par l'émotionnel ou par l'affectif ou par le sexuel. Donc là, c'était vraiment c'était un défi énorme, et ça a été assez extraordinaire la façon dont on s'en est sorti quand même. Bon, pour moi, c'était pas une nouveauté, parce que j'avais déjà vécu un peu des trucs comme ça, et que comme j'ai eu un frère très proche, juste 1 an de plus que moi, et qu'on a vécu ensemble, et qu'on a dormi ensemble, j'avais un petit peu... dormi ensemble, oui, ça nous est arrivé même de partager un lit, sans qu'il y ait la moindre ambiguïté ou la moindre chose inappropriée. Hein. Il y a peut-être qui n'ont pas compris ça. Ça a été mal compris, mais quand j'ai parlé d'autres choses à l'adolescence avec ce groupe mené par ce garçon franc-maçon, mais entre mon frère et moi, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Enfin, une fois à 14 ans, quand il avait ses désirs, voilà, il y a eu un truc pas très très clair qui est passé dans sa tête, mais c'était pas quand on dormait ensemble, et on savait rien avoir. Bien. Mais ça a été, il s'est rien passé, quoi. Ça a été très passager, voilà. Donc, ayant eu un frère, et on prenait le bain ensemble ou des choses comme ça. Même à l'adolescence, on partageait la salle de bain par moment. Voilà. Pour moi, c'est très clair. Quand on se souvient de qui on est, on n'a pas de mal à garder le cap. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que mon frère était un beau garçon ou qu'Oahu est un beau garçon que je vais forcément lui sauter dessus ou m'imaginer qu'on doit avoir une interaction sexuelle. Ça n'a absolument aucune réalité dans mon monde. Voilà, ceci étant dit, il y a des gens qui ne comprennent pas et qui pensent que sans doute aussi peut-être une partie des tensions vient du fait que nous sommes hommes et femmes. C'est assez mal comprendre la dynamique des relations humaines. Si ce n'était pas le cas, ce serait autre chose. Mais il faut bien prendre la mesure de notre véritable interaction électromagnétique. C'est-à-dire que oui, hommes et femmes, ça peut poser des problèmes, en couple ou pas en couple, parce que ce sont des énergies complémentaires et qui ont tendance à s'opposer. Voilà, c'est tout. Mais le problème essentiel n'était pas un problème, et n'est toujours pas d'ailleurs un problème spirituel ou de vision du monde, et c'est en ça que c'est le plus frustrant, parce que Oahu est jusqu'à présent la personne qui a le mieux compris, peut-être à part feu mon ami René, ce que j'exprime et ce que je ressens. Donc en fait, il y a une espèce de continuité de perception, de vision, d'analyse de lui à moi et de moi à lui. C'est pour ça qu'on a eu des échanges aussi fructueux. Alors, parfois, il est vrai, il y a ce petit côté un peu... un peu un but de soi-même. Bon, voilà, que j'ai aussi, c'est vrai, mais avec un manque criant de connaissances. Alors comme ça, il lance des trucs, mais il n'a aucune référence à citer à l'appui, il ne peut pas étayer son propos, donc c'est un peu... Parfois, c'est un peu agaçant. Ces trucs comme ça lancés à la volée, et puis un bon peu d'ego spirituel dû au fait que il a des contacts avec le spirituel ou l'astral,
hein. Beaucoup l'astral aussi, une grande volatilité qui lui permet d'avoir justement des perceptions extrasensorielles, mais parfois un manque de discernement. Voilà. Dû à cet ego spirituel bien naturel et dû aussi au fait que pour avoir du discernement, il faut avoir beaucoup de présence d'esprit. Et les personnes qui sont très volatiles, très accessibles aux autres royaumes, que ce soit des emprises astrales ou que ce soit une capacité de reliance véritablement aux êtres spirituels plus élevés, l'un ou l'autre, ils ne sont pas ancrés. Les gens qui ne sont pas ancrés, ils ont vite tendance à partir. Voilà. Donc ces personnes-là, parfois, ont du mal à faire la différence entre une voie spirituelle et une emprise astrale. Voilà. Et il me semble aussi que quand on ne peut pas atteindre directement quelqu'un parce qu'il est trop ancré ou trop spirituel, ou justement même trop terre-à-terre ou solide d'une façon ou d'une autre, bien entouré ou bien protégé, hein, le meilleur de nous vient pas forcément de nous, hein, mais quand on ne peut pas atteindre une personne directement, quand on ne peut pas lui faire peur suffisamment pour faire naître en elle-même la maladie ou le doute ou tout un tas de trucs, quand cette personne, on va dire, est trop protégée, on a recours à différentes entrées possibles. La meilleure, je viens de le dire, c'est la peur. Mais quand cette personne n'a pas peur, il faut trouver autre chose. Il faut trouver les attachements. Alors, des attachements, on en a tous. Généralement, c'est nos enfants ou nos parents, nos animaux domestiques, quand on est vraiment atteint, hein, parce qu'il y a quand même une différence à faire entre son enfant et son chien, quand même. Ou quand c'est pas les liens de sang, parce que comme il est dit dans l'Évangile, hein, à plusieurs reprises quand même, c'est pas les liens de sang qui prévalent, ce sont les liens d'âme. Voilà. Donc quand on rencontre des gens avec qui avoir des liens d'âme, aucun d'entre nous n'est exempt d'attachement émotionnel. Donc les gens avec qui nous avons des liens d'âme, nous avons aussi des attachements émotionnels. Et bon voilà, comme j'ai pas de lien du sang avec qui que ce soit, enfin j'ai pas d'attachement émotionnel avec la seule personne qui me reste avec qui j'ai des liens du sang. J'ai pas d'enfant, bon bref, donc je suis assez peu accessible. Donc la seule personne, c'était mon petit frère spirituel, Wao, avec qui voilà, je suis en lien spirituel et en lien de vision spirituelle dans ce monde. Et la situation s'est dégradée avec ce personnage parce que la situation de ce personnage s'est dégradée à vue d'œil. Une forme de, pour le dire en un mot, un comportement dépressif. Voilà. Et le fait de n'honorer aucun de ses engagements. Donc voilà, la situation est devenue impossible. J'avais annoncé dans l'atelier de la Lénière que la suite serait la présentation de la forge. On avait déjà parlé de la forge. Il y a eu quelques petites réalisations, mais en 8 mois, autant dire rien du tout. Moi, j'ai beaucoup tricoté, tissé, machin, parce que c'était une façon aussi de m'occuper, de produire en l'absence de la mise en place d'un atelier qui était notre première priorité. Donc les choses qu'on devait faire, on ne les a pas faites. Ou disant tout le temps, oui, mais il faut savoir être patient. Non, il faut savoir être patient quand on est déjà dans l'action, pas quand on dort dans la journée, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Et quand on trouve un moyen de se défausser de tout ce qu'on a soi-même proposé et initié. Donc plus rien n'allait, j'ai dû me fâcher plusieurs fois pour qu'on arrive pour l'obliger à honorer ses engagements, notamment faire les marchés, par exemple. On était censé aller sur le marché, on l'a fait une fois. Le marché hebdomadaire, on l'a fait une fois. Alors j'étais censée revenir, j'avais déjà même pris des commandes, et c'est pas possible. C'est pas possible, c'était un truc qu'on faisait à deux, avec une logistique et qui tenait sur le fait que chacun faisait sa part. Bien. Donc, s'il fait défection, je peux plus le faire. Bien. Donc, voilà, à partir du moment où je l'ai obligé à honorer ses engagements, et l'emprise, le truc qu'il tenait comme ça, a réagi toujours très fortement. Et à chaque fois.
à chaque fois. Jusqu'au moment où c'était plus possible, et c'est moi qui ai dit, bon allez, on arrête les frais, c'est n'importe quoi. Enfin, l'histoire n'est pas finie pour autant, parce que le Cher-Ange a quand même des comptes à me rendre pour un bon paquet de trucs. Bon, ce qui n'enlève rien aux échanges qu'on a eus, qui restent très vrais, qui restent... voilà, alors je l'ai invité dans mes émissions, invité à s'exprimer, tout ça, il en a un petit peu... ça lui a un peu monté à la tête. Mais qu'importe, après tout, hein, chacun doit avoir son moment de gloire aussi. Pourquoi pas. Mais vous comprendrez que la fin de l'aventure dans la montagne est essentiellement due à l'attitude de ce personnage. Bien que je vous ai dit que l'environnement n'était pas propice et tout ça, mais ça c'est très secondaire. Parce qu'on aurait pu faire face de tas de façons différentes, prendre la mesure qu'effectivement ce rêve ne pouvait pas se continuer. D'ailleurs, on a eu des échanges dans ce sens, avec une façon dont on allait gérer l'après et tout ça. Quand Oao était plus lui-même, on va dire, que j'arrivais à avoir un contact visuel, enfin, un contact d'âme à âme vis-à-vis, en passant par le contact visuel, le regard, enfin, une parole claire, une voix bien timbrée, un regard franc. Et puis le lendemain, ou quelques heures plus tard, bah, il n'y avait plus du tout, il y avait un regard fuyant, et puis, oh, je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, voilà, le truc typique. Mais ça, je connais, en fait. Je connais parce que j'ai déjà été confrontée à ça, que je vois de plus en plus nettement, à travers les changements d'attitude qu'on peut avoir, y compris ceux que je peux avoir moi-même, comment l'emprise, hein, donc des forces non vivantes, des entités, pas spirituelles, des entités désincarnées, s'immiscent en nous. Voilà. Et le plus extraordinaire, c'est que nous avions rencontré un homme charmant que j'ai appelé Martial. Alors, notre aîné, hein, il a l'âge d'être presque mon père et presque le grand-père de Wao, donc c'était assez intéressant d'avoir ces 3 générations. Et qui arrive à avoir une lecture du monde comme ça, à travers les emprises. Alors lui, il parle beaucoup des emprises reptiliennes, mais c'est qu'une façon de le dire. C'est quelqu'un de très au fait de toutes les réalités spirituelles, bien que, comme ça n'a rien à voir, mais il n'a jamais eu Internet, il n'a jamais regardé des tas de vidéos, il a fait son éducation en observant le monde, en lisant des vrais livres, et parce qu'il a été en contact avec des gens, notamment au moins une petite amie, mais peut-être plusieurs, qui étaient clairvoyantes, et voilà, il a été initié à tout ça. Lui, il voit pas spécialement, mais il a beaucoup de perceptions, beaucoup de ressentis, et donc il a cette lecture-là de quand les gens changent d'attitude, changent de discours, change de timbre de voix, même si c'est très subtil, il y voit tout à fait la marque d'une emprise. Donc vraiment, j'ai vraiment pu discuter avec ce personnage complètement à cœur ouvert, et absolument de tout, notamment de l'attitude de Wao, puisqu'il nous a rencontrés les deux en même temps. Donc c'était assez intéressant d'avoir quelqu'un de neutre. Voilà. Et encore une fois aussi un homme, parce que souvent il y a ce truc-là des femmes, et aussi des femmes qui sont un peu âgées, qui ont ce refus de l'homme immature, tout ça, et c'est un peu, pour moi c'est un peu facile. On peut pas juste rejeter la faute sur les travers de l'homme du fait qu'il est un homme, sans voir en quoi nous, on fait un peu la même chose, mais à l'inverse. Voilà. Donc malheureusement, il n'y aura pas de forge, il n'y aura pas tous ces projets que nous avions à cœur de mettre en place, et dont nous avons parlé indéfiniment avant de mettre en place cette aventure, et aussi pendant. Notamment les outils de bronze pour le jardinage et tout ça. Alors peut-être qu'il les fera, hein, il en fera 1 ou 2 quand il lui tombera un œil, mais le mec il fait un truc, il n'a pas de rigueur, il fait un truc qui ressemble à rien, et puis il pense le vendre. Ouais, mais je vais le vendre. Alors oui, parce qu'on peut s'en servir comme ça. Ouais, non, mais c'est pas le discours, mon gars. C'est un objet bien fait parle de lui-même. Mais comme c'est quelqu'un de paresseux aussi, oui, hélas, oui, c'est comme ça. Les gens qui sont très doués sont souvent paresseux, donc ils vont pas au bout.
Et voilà, moi, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il n'était pas capable de faire 2 fois la même chose quand il avait fait une fois un truc bien et qu'on lui en recommandait un deuxième. Bon, moi aussi, j'ai souvent eu une difficulté avec des choses pour lesquelles j'étais inspirée. Refaire un tableau, on m'a demandé de le faire, j'ai pas su. Enfin, de mes tableaux à moi. Moi, je suis pas une copiste, hein, bien sûr, mais bref. Donc je vois qu'avec cette facilité naturelle, ça c'est une amie à moi qui avait analysé ça, hein, les gens qui sont trop doués sont pas travailleurs. Voilà. Et ça j'ai pu le constater pendant 8 mois. Donc voilà, tous ces projets que je trouvais très valables et qui nécessitaient quand même peut-être eh bien une aide pour ce personnage de quelqu'un comme moi qui l'aiderait à avoir une certaine rigueur, à tenir ses engagements, ceci, cela. En fait, j'ai dû faire ça et beaucoup plus. C'est-à-dire que je devais faire ma part et la part commune et pour finir sa part. Donc c'est pas possible. Je voulais bien prendre tout le rôle d'intendance et tout ça, mais après il faut quand même que chacun se responsabilise. Donc voilà, ça n'a rien donné. Bon, moi j'en ai profité quand même pour grandir. Ouais, je me vante peut-être, mais je remarque quand même que je ne m'attendais pas à pouvoir faire tout ce que j'ai fait cet hiver, à affronter des difficultés qui me semblaient absolument insurmontables, comme le froid ou certaines conditions climatiques. J'ai été à plusieurs reprises seule là-haut, quoi, parce qu'on était censé être plus ou moins à 2 sur le lieu, mais de proche en proche, je me suis retrouvée de plus en plus souvent seule par la force des choses. Pas du tout comme c'était prévu d'ailleurs. Et d'avoir affronté la neige alors que j'étais dans un état de fatigue et de raideur musculaire absolument terrible, donc à 10 ou 20% de mes capacités physiques, et à pelleter de la neige et ceci et cela. Et donc ça m'a fait beaucoup travailler ma confiance, aussi parce que c'était pas ce qui était prévu. Enfin, bon. Et puis à chaque fois, il a fallu aussi humainement pouvoir aller l'un vers l'autre pour rétablir le cours harmonieux des événements entre nous. Donc à chaque fois, ça a été à moi d'apporter mettre sur la table le fait que des choses devaient être dites, que je savais que certaines choses n'étaient pas dites, mais je ne savais pas exactement quoi. Donc à chaque fois, il fallait que j'aille le chercher et lui dire ça peut pas durer. Voilà. Donc j'étais celle qui avait le rôle de merde en plus. Donc bon, au lieu d'esquiver ça, j'ai pris ça à bras le corps à chaque fois, ce qui m'a énormément coûté. Mais voilà, qui m'aide aussi à de plus en plus à envisager, je sais pas, mon rôle ici différemment. Et c'est là que je voudrais en venir. Ah oui, j'ai déjà beaucoup parlé et peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout écouter, c'est sûr. Donc oui, je songe à l'instant que peut-être dans la description, je devrais mettre quelques petites balises en termes de temps. De toute façon, puisque c'est un bulletin, vous savez très bien que c'est pas une émission construite sur Tartaria ou les je sais pas quoi, les humides, tout truc comme ça, un truc à grand public, hein, ou les dinosaures ou les macarons. Donc c'est vraiment pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui s'intéressent à comment dire, au chemin spirituel que nous faisons ensemble, vous et moi, depuis 4 ans. Ou depuis moins si vous avez rejoint le fil de réflexion que je propose. C'est quand même quelque chose qu'on fait ensemble. C'est pas parce que je suis toute seule là, maintenant, devant la caméra et le micro, que je suis vraiment seule. Si je m'adresse à vous, c'est parce que nous continuons quelque chose ensemble par-delà le temps et l'espace. En partie parce que nous nous rencontrons. J'ai rencontré physiquement très peu d'entre vous, mais ce sont des rencontres très fortes. Et en partie parce que nous soyons appelés à nous rencontrer ou pas, c'est géographiquement possible ou pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes reliés par l'esprit. Nos corps sont des projections symboliques de l'esprit. Et nous sommes déjà reliés par l'esprit. Le fait de le faire par ma voix, oui, ça va dans un sens. C'est moi qui exprime vocalement
de façon à traduire en ondes sonores, mais vous m'écrivez. Et quand vous m'écrivez, c'est pas que ça arrive à moi et que j'en fais quelque chose et que c'est mon truc. C'est qu'en fait, en l'occurrence, dans ce que je propose, mais je ne suis pas la seule, hein, je ne suis pas le centre de votre monde, je suis le centre que de mon monde, tout ce qui arrive d'un peu partout passe par moi et je vous le restitue. Mais en réalité, ce n'est que la partie visible de la façon dont nous nous relions en esprit et par le cœur les uns aux autres. Nous sommes déjà reliés. Moi, je rends visible une partie de ça, mais notre élan vers le spirituel, vers l'humain, vers la beauté, vers la grâce, vers le sentiment de la beauté, c'est déjà un élan de tous vers tous. Voilà. Donc plus nous serons nombreux à porter notre propre voix, ce que finalement je fais, et j'ai jamais fait autre chose, et c'est ça qui vous fait venir vers moi. Mais encore une fois, je sais bien que je ne suis pas la seule personne vers qui vous vous tournez pour entendre une voix qui vous plaît. Moi aussi, je me tourne vers les uns et les autres pour en recevoir de l'inspiration, parce que c'est un mouvement de tous vers tous, c'est un grand don. Voilà. Cette grande chaîne du don, c'est je reçois de l'un et je donne à un autre et ainsi de suite. C'est pas comme le commerce. Tiens, je te donne ça et donne-moi ça en échange. C'est pas un échange, c'est juste un don. Et le fait d'offrir, eh ben, ça arrive. Voilà. Alors, je voulais vous dire que récemment aussi, j'ai rencontré quelques personnages. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont vraiment délicieux. Ils sont vraiment incroyables. Voilà, quelques spécimens mâles, quelques spécimens femelles. Et ça finit par faire un très petit nombre, c'est vrai, très petit, hein, au regard de l'ensemble des gens qui m'écrivent, ou voilà. Ou qui se font connaître dans les commentaires ou choses comme ça, on est un très petit nombre à se connaître physiquement. Mais alors là c'est vraiment des êtres avec qui je m'exprime sans avoir besoin de me censurer, ça se sent dire oh, ça ils peuvent pas l'entendre, ils n'ont pas fait ce chemin-là, ça va les heurter. Bon, j'y vais, cash. C'est vrai que je fais plus d'efforts. Je me dis les gens qui veulent vraiment me rencontrer, soit ils me connaissent depuis longtemps, ils ont à peu près cerné le personnage, ils ne seront pas choqués, ou alors tout simplement ils ont compris, ou ils ont compris plus encore, et donc ils ne sont pas choquables, parce qu'ils prennent rien personnellement, et qu'ils sont même peut-être tellement plus avancés spirituellement que moi, que je ne peux pas les choquer, quoi, et qu'ils me regardent comme ça... peut-être en disant ben oui, elle fait son chemin et donc voilà, j'ai rien à lui dire, elle va trouver toute seule, quoi. Bon, est-ce qu'elle n'a pas compris? Elle n'a pas compris, mais c'est pas grave. Je rencontre quasiment personne, en ce moment en tout cas, qui viennent à moi là comme ça pour se mesurer à moi, parce qu'il y en a eu. Et justement, c'est l'un des problèmes avec notre ami Oao, c'est qu'il s'en est peut-être pas rendu compte, mais il y en a quelques-uns quand même, et surtout au début, qui sont venus à moi, plein d'admiration, c'est pas chose dont je me méfie quand même beaucoup, et puis qui se retournent, ou bien qui essayent, comme je représente quelque chose à leurs yeux, il faut que je capte qu'ils captent mon attention et que je les reconnaisse. Oh, ah oui, comme tu as raison. Oh oui, c'est intéressant. Oh mon Dieu. Et ils ont tellement besoin de ça, souvent des hommes, mais il y a eu des femmes aussi. Et certaines femmes, une, j'avais vu tout de suite qu'elle était vraiment pas solide, complètement hystérique, et que voilà, quand elle s'est retournée tout d'un coup contre moi pour un truc, je ne sais pas, un jour, un message qui tombait du néant. Je sais pas. Comme si j'avais fait quelque chose ou que j'avais parlé à quelqu'un qu'elle connaît. Moi, je connais que personne qu'elle connaît. On n'est pas vraiment des amis. J'ai rien fait de spécial qui soit lié à elle. Enfin, j'ai même rien fait qui soit lié à elle parce qu'elle fait pas partie de mon paysage en plus. Donc, je sais pas. Je pense que peut-être tout simplement, soit il y a des emprises très violentes, soit elle est vraiment encore plus atteinte psychiquement que je l'aurais pensé, que voilà, il suffit qu'elle pendant des jours ou des semaines qu'elle se monte la tête et puis tout d'un coup voilà, c'est devenu une réalité, son monde mental a pris le dessus, enfin, je sais pas. Mais enfin, ça n'a pas d'intérêt de toute façon. Et il y en a aussi une autre, pourtant une personne d'un certain âge qui avait l'air solide, incompréhensible, je n'ai pas compris
Elle me faisait procès d'intention parce que, je sais pas, j'avais pas répondu assez tôt à un de ses courriels. Alors, je vous le dis, si je ne vous réponds pas, soit c'est que ben, vous êtes un peu à côté de la plaque et vous m'interpellez pour des choses... Enfin, je ne suis pas la bonne personne pour ça, donc je ne réponds pas, j'en suis désolée, mais voilà, c'est pas la peine de nourrir ça. Ou bien que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas eu votre message, ou bien que j'ai cru y répondre et que je l'ai pas fait. Ça peut arriver aussi. J'ai pas de secrétariat. Je ne fais pas mon propre secrétariat, donc tenir le compte à qui j'ai répondu, à qui j'ai pas répondu, j'ai appelé, j'ai pas appelé. Donc souvent, ouais, je fais ça. Excuse-moi, je sais pas si je t'ai répondu. Ça peut être des mois après. J'en suis désolée, vraiment. Non mais sérieusement, j'en suis désolée. Si vous êtes un être à qui j'avais vraiment envie de répondre ou j'ai l'habitude de répondre et que je vous ai pas répondu, c'est que j'ai pas la possibilité de le faire. Voilà, c'est que j'ai pas eu la possibilité de le faire. Et j'en suis désolée. Bien, il va être un petit peu temps de conclure. Je me demandais vraiment, et ces derniers temps, je me demande vraiment sous quelle forme continuer notre interaction. Je viens d'avoir justement, lors de cette petite interruption par téléphone, des nouvelles d'une personne qui m'est très chère et qui est exactement le prototype de ce genre de dame, oui, parce que c'est une dame qui ne s'arrête pas en chemin dans ses réflexions et ses questionnements, et qui est capable d'aller toujours un pas plus loin, même si sa propre vie et son propre positionnement sont compliqués. Mais en fait, je ne vais pas vous apporter des données nouvelles, à part bien sûr continuer à démonter le mensonge. Elle me dit elle-même, Karim Ulysse, j'ai été stupéfaite. Je ne suis pas étonnée, mais je suis stupéfaite par la complexité et la sophistication dans le mensonge et dans le fait qu'ils ont 10 000 coups d'avance. Oui, mais alors souvenons-nous, chers amis, que ces personnages qui nous mystifient et nous enfument n'ont que ça. Et ce sont des joueurs d'échecs qui n'ont que des coups d'avance. Et souvenez-vous aussi de ceci, à chaque fois qu'on nous parle de l'intelligence artificielle, on nous dit « Ah, l'ordinateur ne peut pas battre le meilleur joueur d'échecs ». Après, 20 ans plus tard, on nous dit « Ah, et ils sont à égalité, l'intelligence artificielle est à égalité avec le meilleur ». Enfin, et puis l'intelligence artificielle a battu le meilleur joueur d'échecs, et l'intelligence artificielle a battu l'ordinateur. L'ordinateur, c'était pas une intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, le joueur d'échecs, par définition, c'est déjà une intelligence artificielle parce que il n'y a pas d'intuition là-dedans. Les mecs, ils ont mémorisé toutes les parties, de tous les coups des parties, tout ça, des meilleurs, tout ça. Donc, en fait, c'est déjà une intelligence artificielle. C'est le procédé d'une intelligence artificielle. Une intelligence mentale. Souvenons-nous que l'intelligence, les tenants, les sachants, les tenants de l'intelligence dans notre monde, les universitaires, les scientifiques, les chercheurs, tout ça, bon, tous sont des intellectuels et des universitaires essentiellement. Donc, des gens qui sont uniquement dans le cerveau gauche, c'est eux qui ont le droit de définir ce qu'est l'intelligence. En fait, ce sont les tenants autoproclamés du savoir qui définissent ce que c'est que l'intelligence. Vous voyez déjà l'entourloupe? Voilà. Donc, tous ceux qui se servent d'autre chose que de leur cerveau gauche, et qui se servent principalement, on va dire, d'autre chose que leur cerveau gauche, ne sont pas reconnus par les tenants autoproclamés du savoir. Donc déjà, il y a un problème. J'ai déjà expliqué en quoi notre monde est le monde du cerveau gauche. Donc, par définition, le monde d'une intelligence mentale. Une intelligence mentale spéculative, qui n'est en rien différente de l'intelligence artificielle que ces mêmes sachants ont mis en place. Donc pour eux, l'intelligence, c'est déjà la même chose que l'intelligence artificielle. Ils savent pas ce que c'est que l'intelligence non mentale. Et j'ai écouté tout à l'heure, parce que je voulais faire peut-être une suite, j'ai réécouté
je vais y arriver, les alliés de l'humanité, et ils nous parlent de ça. Ils nous parlent des collectifs. Ouais, je n'arrivais pas à retrouver parce qu'il y a des interférences quand même. Hein. Des fois, il y a un grand blanc dans la tête, c'est très curieux. Et de plus en plus, et ça nous arrive de plus en plus à beaucoup d'entre nous, ils disent que les collectifs, en fait, ce qu'ils décrivent des collectifs, c'est une intelligence exclusivement mentale qui n'est en rien différente de l'intelligence artificielle. Les collectifs, ce sont nos envahisseurs. Et on peut classer parmi eux les humites, que les humites soient vrais ou pas, que ce soit une arnaque ou pas. Ce qu'on décrit, c'est un type d'envahisseur qui est déjà à l'œuvre, parce qu'on peut le voir dans notre monde, à quel point cette invasion est avancée, qu'il s'agisse des humites ou pas. Vous savez, en général, quand on parle d'un truc en le présentant comme une vérité, c'est faux. Quand on présente une fiction, ça recouvre une réalité. Donc il faut toujours, c'est un jeu de miroir où il faut toujours arriver à faire les analogies correctes. En tout cas, les humites, ou ceux qui nous sont présentés comme les humites, c'est exactement, il suffit de lire leurs lettres, ce sont des gens, des êtres qui ne fonctionnent qu'avec l'intelligence mentale et qui essaient de nous vendre l'intelligence mentale en disant qu'elle est plus fonctionnelle que les autres. Effectivement, elle est fonctionnelle dans un monde d'intelligence mentale. Dans un monde d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui est fonctionnelle. Ah, bien sûr, puisqu'ils ne comprennent pas autre chose. Et les alliés de l'humanité nous disent, ils ne comprennent pas autre chose, ils ne voient pas l'intérêt d'une profonde individuation, c'est-à-dire d'êtres qui sont individuels, individués, qui existent par eux-mêmes, qui ont une marge de manœuvre qui est fonction de leur appréciation du monde. Alors, ils n'en voient pas l'intérêt. Et ils ne voient pas l'intérêt de la liberté. Par conséquent, disent-ils, leur vision du monde, ou ceux qui vous proposent du monde, n'honorera pas cette liberté. Voilà. Et puis un petit truc aussi pour dire que dans ce qu'on nous demande, aussi bien la version catho que la version bouddhiste, on nous demande de renoncer à nous-mêmes, de nous effacer. Alors le lâcher prise devant l'ego, la dissolution de l'ego, tout ça, en fait, très bien la dissolution de l'ego spirituel, du moi-je, très bien, mais cet ego a une contrepartie chez l'humain qui est le soi, le moi ou le soi, pas moi, je, ça c'est l'ego, le tout petit ego de l'enfant de 5 ans qui apprend à exister par lui-même. Alors ça c'est le premier stade, mais le soi, c'est quelque chose de profond et qui fait que nous prenons acte que, plus exactement je, puisqu'il n'existe que la première personne, je prends acte que seul moi, dans cette incarnation, peut apprécier le monde depuis mon propre point de vue. Mon voisin, mon prochain, mon lointain, apprécie le monde depuis son propre point de vue qui est différent. Et l'incarnation, c'est précisément ça. Chacun doit chercher, on va dire verticalement, sa reliance à la vérité, et s'il fait ça, il la trouvera, et c'est ça qui va nous relier. C'est pas la latéralité, le fait de renoncer totalement à mon point de vue, à ma sensibilité, le fait que je sois un homme ou une femme, le fait que je sois de telle ethnie, le fait que je sois né à tel moment, tout ça, c'est essentiel. Et nous découvrons le Christ, c'est-à-dire la pure vérité, en cherchant la vérité, pas en nous effaçant devant un consensus. Une fois, j'ai entendu parler de ça. Et peut-être même c'était des plus ou moins New Age américain ou je ne sais quoi, mais c'était très intéressant. Il disait qu'en général le New Age aussi, ainsi que toutes les religions qui nous demandent de nous effacer devant quelque chose de supérieur, nous demandent de renoncer au soi, mais que le Christ, jamais, et le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, jamais ne demandent de renoncer à ce que nous sommes. Il nous demande de nous élever au-dessus, mais pas de renoncer au profit d'une idéologie qui nous
qui nie ce que nous sommes. Vous aurez remarqué que seules les personnes qui vont au-delà de l'illusion, qui ne s'arrêtent pas en chemin dans la recherche de la vérité, sont capables d'écouter la vérité d'autrui ou l'expression de qui est autrui sans se sentir agressé, que ce soit des catholiques, des musulmans, même des musulmans, oui. Alors des juifs, je sais pas, j'ai pas rencontré le cas, toujours pas, non. Des bouddhistes ou quoi que ce soit, mais des gens qui vont vraiment au-delà des dogmes. Les gens qui vont au-delà des dogmes sont souvent des gens de très grande foi. Oui, qui soient aussi athées ou sans religion, se revendiquant de aucune religion dogmatique justement. Mais il y a quelques personnes comme ça qui ne s'arrêtent pas en chemin quand ils recherchent la vérité. Même pas de l'athéisme justement. Je sais que Dieu n'existe pas. Ah, tu sais? Ah bon? Sûr? Je sais que Dieu existe, je sais que Christ existe, je sais que... Ah oui, tu sais? Et il n'y a pas longtemps, justement, un catholique fervent m'a dit il faut tout remettre en question, on peut tout remettre en question, il faut tout remettre en question, sauf le Christ. Je dis, ah bon? Ah bon, donc il y a un dogme. Donc tu t'arrêtes en chemin. Et moi je dis, et c'est peut-être paradoxal, mais ça l'a ébranlé. Je dis, ben non, il faut tout remettre en question, y compris le Christ. Parce que le Christ, c'est quoi? C'est l'ultime vérité. Mais dans ta propre religion, c'est l'ultime vérité. Mais il n'y a que la recherche de l'ultime vérité qui t'amène au Christ. C'est pas, enfin, je sais pas, il n'y a que l'Église qui te dit, il faut pas remettre en question l'Église et le Christ, parce que c'est la vérité. Ah bon? Mais moi, ça me plaît pas qu'on me dise d'entrée de jeu que des humains du plan de la terre me disent ce qu'est la vérité. Si la vérité doit se faire jour, si le Christ existe, il parlera de lui-même. Il parlera de lui-même par la recherche de vérité. Jamais le Christ qui est pure vérité ne peut s'offenser de ce que je recherche, la vérité, plus que le dogme. Y compris quand on dit, tiens, c'est lui, c'est Christ, il ne faut pas douter. Ah bon? Vous croyez vraiment qu'il ne faut pas douter? Mais bien sûr, il faut douter. Il faut douter de qui t'amène cette vérité et pourquoi. Ça peut être des menteurs. Exactement comme quand un policier en face de toi, tu lui dis, je voudrais voir votre carte vitale, votre RIO, votre carte de policier. Oui, vous pourriez être un faux policier déguisé. Il y en a eu plein. Alors si le mec s'offusque, c'est que déjà il exerce sur toi un pouvoir, ou peut-être c'est un faux policier, ou même étant un vrai policier, il n'est pas au service protéger et servir, police nationale. Non, il n'est pas à ton service, il est au service du pouvoir d'en haut. Et l'Église, c'est pareil. Elle est au service du pouvoir d'en haut, mais pas le pouvoir spirituel, le pouvoir de ce monde. Donc, bien sûr, il faut douter de tout dans un état d'esprit de recherche de la vérité. C'est ça, le Christ. C'est la vérité au-delà de tout besoin de pouvoir, de toute illusion. Donc, il n'est pas de ce monde, par définition. Donc, c'est l'Église catholique qui dit qu'elle est l'émanation du Christ. Mais ça, c'est autoproclamé. Seul le Christ peut parler de lui-même. Mais s'il parle à travers les humains, à qui faire confiance? Personne, il faut interroger. Il faut interroger comment dire, les motivations de celui qui prétend venir au nom du pouvoir spirituel. C'est pour ça que nous devons avoir, chacun d'entre nous, une relation unique, véritable, profonde, avec le divin. Voilà. Et ça, c'est par le soi. C'est pas en devenant un membre bêlant et soumis d'une église, quelle que soit l'église. Islam, c'est soumission. Donc voilà, si vous voulez être soumis, c'est pas la vérité que vous chercherez. C'est comment dire, oui, la soumission, vous mettre sous le joug d'un pouvoir qui a décidé qu'il s'exprimait au nom de la vérité. C'est irrecevable. Alors, seul un soi saint, une incarnation ponctuelle, faite d'intelligence, d'intuition et d'une constante soif de vérité, peut rencontrer la vérité.
Voilà. C'est en ça que seuls ceux qui cherchent arrivent à se retrouver entre eux. Pas parce qu'ils ont le même langage ou la même église, mais parce qu'ils cherchent. Voilà. Donc ça, je fais souvent ça. C'est ça qui nous relie. C'est par le haut qu'on va se relier. Mais il faut avoir une relation privilégiée au divin. Et pour ça, il faut avoir une intelligence affûtée, une foi sans faille, un discernement également affûté. Voilà. Donc je me demandais comment continuer ce chemin ensemble. Peut-être qu'il y a encore quelques trucs à démonter. En fait, les mensonges vont croissant. Donc, c'est pas tant les mensonges que le processus du mensonge. Donc, en parlant de cette histoire de PCR, tout ça, nous démontons ensemble la façon dont le mensonge est construit phase après phase. Et ça, c'est pas inintéressant. Ok. Bon, il y a ça, on peut faire ça ensemble. Et puis, il y a ces moments privilégiés où je m'adresse à vous, ou je m'adresse à moi-même, ou je m'adresse au divin, ou à nos aides à travers le temps et l'espace, par ce que j'ai appelé les éditos, c'est-à-dire ce moment où j'entre dans un état de recueillement, où j'essaye de vous écouter, de vous percevoir, et d'écouter aussi d'autres voix qui pourraient nous aider pour à la fois exprimer des émotions légitimes, bon, qui sont les miennes, mais qui font souvent écho aux vôtres, exprimer la réflexion du moment. Et ce faisant, je ne suis pas toute seule, je suis avec vous, et je suis peut-être avec d'autres forces. C'est en ça que nous nous relions. Je me relie à vous comme ça, et je me relie à d'autres forces comme ça. Et je crois que ça, nous devons continuer à le faire. Enfin, vous me le demandez. Alors, je vous demande à vous, comment voulez-vous que nous continuions ensemble? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Et je m'adresse à ceux qui sont là depuis le début et qui ont compris qui j'étais, qui je n'étais pas, qui ont compris ce que nous faisions ensemble. Je m'adresse aussi à ceux qui nous ont rejoints depuis peu et qui sont touchés. Voilà. Je ne m'adresse pas à ceux qui veulent me voir, accumuler dossier sur dossier parce que ce sont des consommateurs, quoi. Vous trouverez ça ailleurs. Voilà. Essayez de voir en quoi ce que nous faisons est unique et original. Parce que je suis unique et originale, parce que j'ai cherché à ma manière à incarner ma propre vie et j'ai cherché à démonter les rouages de mon propre mental programmé. Voilà. Nous faisons ça ensemble et à chaque fois que je vous lis, vous m'écrivez en privé ou que vous réagissez par des commentaires, souvent les commentaires, bon bref, mais il y a des choses tellement intelligentes. Je me dis, on est dans un dialogue, même si ce dialogue est indirect, un dialogue épistolaire. Pour moi, c'est très précieux et en fait, je vous restitue ce que vous me donnez. Ce faisant, nous faisons grandir une véritable forme d'amour entre nous qui est un amour de la connaissance et une entraide par-delà le temps et l'espace. C'est vraiment ça que j'ai l'impression de faire. Bien sûr, je suis aussi à mon service, au service de mon image, de ma parole, tout ça. Oui, j'en suis désolée, mais il y a ce petit effet d'ego qui peut être également inspirant pour les uns et les autres. Voilà. Je suis pas du tout défaite de mon ego et je pense pas que ce soit l'idée. Je pense qu'il doit nous en rester une petite dose, mais un ego suffisamment discipliné pour qu'il prenne pas toute la place, pour qu'il nous emporte pas et qu'il nous empêche pas de communiquer entre nous. Mais on en a besoin, bien sûr. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Tu as ta façon à toi de t'exprimer. Tu as ta façon d'être en accord ou en désaccord avec ce que je raconte ou avec ce que d'autres racontent. Tu as ta façon à toi de percevoir le monde. Et nous fécondons les uns les autres. Nous nous enseignons les uns les autres. Nous nous inspirons les uns les autres et nous consolons les uns les autres. Voilà.
J'attends vos réponses. Vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez bien évidemment m'écrire une longue ou une courte lettre. Si c'est trop long, un afflux de lettres trop long, c'est un peu compliqué, mais je vous lirai comme d'habitude, comme toujours, et je donnerai suite à ce que vous jugez bon de me communiquer. Voilà. Je vous aime beaucoup. Vraiment, je vous remercie infiniment de votre chère présence, et je nous remercie de ce que nous continuons à nous donner. Je vous demande vraiment votre contribution. Comment souhaitez-vous que nous continuions ensemble, s'il nous est donné de continuer ensemble, parce qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus sur la marche qui nous est laissée. Voilà. Je vous salue bien. Je vous bénis. Et je reçois avec plaisir votre bénédiction aussi, s'il vous plaît de me la donner. Merci beaucoup. À très bientôt.